Ma riche épouse a souri en coin et a dit « Vas-y, pars. Je te donne une semaine. » J'ai posé mes clés sur le comptoir et suis sorti sans un mot. Au matin, son père hurlait au téléphone. La banque venait d'appeler, « Que as-tu fait ?» Elle pensait que je n'étais rien sans le nom de sa famille. Je m'appelle Raymond Fischer. J'ai 44 ans, et voici l'histoire de la façon dont j'ai appris que la femme que j'avais épousée ne savait jamais qui j'étais. J'ai rencontré Adriana Cunningham il y a 15 ans lors d'une vente aux enchères de charité. Elle avait 25 ans, belle, se tenant à côté d'un monnaie comme si elle le comprenait. J'en avais 29, je gérais un petit portefeuille d'investissement, assez stupide pour penser que la confiance équivalait à la compétence. Son père, Theodore Cunningham, possédait l'une des plus grandes sociétés d'investissement du Nord-Est. Quand nous nous sommes fiancés, il m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais, « Mon garçon, j'ai besoin de quelqu'un qui comprenne les chiffres. » Adriana a du goût, mais le goût ne construit pas d'empire. Alors, je l'ai construit. Pendant 14 ans, j'ai restructuré toute l'entreprise de Théodore, créé des fiducies, établi des mécanismes de protection, transformé une société régionale en une puissance nationale. Je l'ai fait discrètement, comme on le fait quand on épouse une vieille fortune. J'ai géré les collections d'art d'Adriana, siégé à des conseils d'administration de galeries, m'attribuant le mérite d'œuvres philanthropiques que j'avais financées et structurées. Je me disais que peu importait qui recevait les applaudissements, mais cela compte toujours. Ce soir-là, nous étions dans le Penthouse surplombant Paris. Adriana était rentrée d'un gala, pieds nus sur le marbre, son verre de vin pendant comme un accessoire. J'étais en train de réviser des documents de fiducie à l'îlot de cuisine. Toujours en train de jouer avec des tableurs, dit-elle avec ennui. Ces tableurs paient ce vin, ai-je répondu. Elle a ri. Pas avec moi, mais de moi. Raymond, mon chéri, tout ce qui est ici est à moi. Le vin, la vue, l'air que tu respires. Mon père a construit ça. Quelque chose de froid s'est installé dans ma poitrine. Ton père a construit le nom, dis-je prudemment. J'ai construit la structure qui le maintient debout. Alors vas-y, dit-elle en souriant. Pars. Je te donne une semaine sans moi. Tu reviendras en rampant quand tu réaliseras que tu n'es rien sans cette famille. Je la fixais. Elle le croyait vraiment. Croyait que j'étais décoratif, utile, mais remplaçable. Je fouillai dans ma poche, en sortis mes clés, pentouses, voiture, ascenseur privé. Je les posai sur le comptoir en marbre, une par une. « Qu'est-ce que tu fais » demanda Adriana. « Tu as dit de partir » dis-je doucement. « Alors, je pars. » Je pris mon manteau et me dirigeai vers la porte. « Très bien, va-t'en » m'appela-t-elle. « Jeff changera les serrures de toute façon ce matin. » Je ne répondis pas. La porte se referma dans un léger clic. Je pris les escaliers pendant 42 étages pour descendre parce que j'avais besoin de temps pour réfléchir. Arrivé au hall, mon téléphone était sorti. J'envoyai 3 messages à 3 avocats. Un seul mot, exécution. Je montai dans une voiture que j'avais achetée des mois auparavant sous une société civile immobilière, SCI, dont elle ignorait l'existence. Je n'allais pas à l'hôtel. J'allais à mon bureau, celui que j'avais séparé, où j'avais passé 2 ans à me préparer à cela. Je m'assieds à mon bureau et regardais les systèmes automatisés commencer à rediriger l'accès sur 17 comptes. Rien d'illégal, juste un démantèlement minutieux d'une structure que j'avais bâtie. À 3 heures du matin, la ligne de crédit d'urgence de Théodore fut gelée. À 4 heures, le fonds de galerie d'Adriana fut signalé pour examen. À 5 heures, la fiducie qui payait le Penthouse transférait le contrôle vers moi. Je me penchai en arrière et fermai les yeux. Quelque part dans la ville, Adriana dormait, pensant qu'elle avait gagné. Au matin, tout le monde saurait la vérité. Le soleil n'était pas encore complètement levé lorsque le téléphone de Theodore Cunningham commença à sonner. Je le savais car j'avais programmé les alertes pour qu'elles se propagent dans un ordre précis. L'heure de maximiser la confusion. D'abord, la facilité de crédit, puis les comptes opérationnels, puis les protocoles de fiducie. Chacun conçu pour envoyer des notifications automatisées à différents départements, différentes personnes, différents points de panique. J'étais assis dans mon bureau avec un café noir, regardant la ville se réveiller quand mon propre téléphone vibra. Théodore. Je laissai sonner jusqu'à la messagerie vocale.
Puis ça sonna encore et encore. Au 4e appel, je répondis. Raymond, qu'est-ce qui se passe, bon sang? La voix de Théodore était tendue, contrôlée, mais je pouvais entendre la nervosité en dessous. Bonjour, Théodore, dis-je calmement. Ne me dis pas bonjour. Je viens de recevoir un appel de la Banque de France m'indiquant que la ligne de crédit de secours est gelée. Ils disent qu'il y a un problème d'autorisation de tutelle. C'est exact, répondis-je. Silence. Alors explique. J'ai retiré mes garanties de tutelle hier soir. La ligne de crédit était structurée sous mon autorisation en tant que fiduciaire gérant. Sans cette autorisation, l'établissement ne peut pas traiter de nouveaux tirages. Raymond, ce n'est pas drôle. Nous avons la paix qui doit passer demain. La paix passera, dis-je. Les comptes opérationnels sont séparés, mais l'accès au crédit discrétionnaire a été suspendu en attendant la restructuration. Je pouvais entendre sa respiration, essayant d'assimiler. Pourquoi ferais-tu ça? Ta fille m'a dit de partir, alors je suis parti. Et quand je suis parti, j'ai emporté mes autorisations avec moi. Tu ne peux pas simplement, commença-t-il, puis il s'arrêta parce qu'il savait. Il savait exactement ce que je pouvais faire parce qu'il avait signé les documents me donnant cette autorité il y a des années quand il avait besoin de quelqu'un en qui il pouvait avoir confiance pour garder les clés. Avant qu'il ne puisse répondre, j'entendis une autre voix en arrière-plan. Adriana, stridente, confuse. Qu'est-ce que tu veux dire? La banque a appelé. Il est 7 heures du matin, disait-elle. La voix de Théodore devint étouffée alors qu'il tenait le téléphone, mais je pouvais toujours l'entendre. La banque vient d'appeler. Ton mari a retiré ses garanties. Qu'est-ce que ça veut dire? Exigea Adriana. Théodore revint au combiné. Raymond, où es-tu? Est-ce que ça a de l'importance? Nous devons parler en personne aujourd'hui. Je ne crois pas, dis-je. J'ai dit à Adriana ce qu'elle voulait. De l'espace, une semaine, je crois, avait-elle dit. Voyons voir comment se passe la semaine. Raymond, écoute-moi. Je raccrochai. 30 secondes plus tard, mon téléphone sonna à nouveau. Cette fois, c'était Adriana. Je répondis presque pas, mais la curiosité l'emporta. Que as-tu fait? Siffla-t-elle immédiatement. Bonjour, Adriana, dis-je agréablement. Ne joue pas avec moi. Mon père vient de dire que tu as gelé des comptes. Quel compte? De quoi parles-tu? Je n'ai rien gelé, corrigeai-je. J'ai simplement retiré mes autorisations des systèmes que j'ai construits. Il se trouve que lorsque vous dites à l'architecte de partir, le bâtiment devient un peu instable. Tu es fou, cracha-t-elle. Non, je suis précis. Il y a une différence. Raymond, je jure que tu ne penses pas que cela va me faire te supplier de revenir. Je ne veux pas que tu m'en dis, l'interrompis-je. Je veux que tu comprennes quelque chose que tu n'as jamais pris la peine d'apprendre. Tout ce que tu croyais t'appartenir, je l'ai construit. Les structures de fiducie, les facilités de crédit, les protocoles d'investissement, tout cela fonctionne sur des systèmes que j'ai conçus avec mon nom comme filet de sécurité. Et hier soir, j'ai retiré ce filet de sécurité. Tu ne peux pas faire ça, sa voix montait maintenant, la panique perçant la colère. Je l'ai déjà fait. Profite bien de ta semaine, Adriana. Je terminai l'appel et éteignis mon téléphone. Devant ma fenêtre, Paris s'animait. Des gens allant au travail, vivant leur vie normale. Quelque part dans la ville, dans un appartement qui ne reconnaissait plus ses codes, ma femme commençait à réaliser qu'elle avait fait un terrible mauvais calcul, et son père s'affolait pour comprendre l'étendue réelle des dégâts. À midi, le monde d'Adriana s'était réduit à une série de transactions refusées et d'appels sans réponse. Elle était assise dans le salon du Penthouse, ordinateur portable ouvert, fixant des messages d'erreur qu'elle ne comprenait pas. Son assistant personnel avait cessé de répondre. Sa styliste avait annulé leur rendez-vous. Même son service de VTC indiquait que son compte devait être mis à jour. C'est là que sa meilleure amie, Monica, arriva sans prévenir. Monica avait été colocataire d'Adriana à la Sorbonne, sa demoiselle d'honneur, la personne qu'elle appelait après chaque vernissage et chaque gala de charité. Elles avaient tout partagé pendant 20 ans. Du moins, c'est ce que pensait Adriana. J'ai entendu que Raymond est parti. Que les choses s'effondrent, dit Monica,
s'installant sur le canapé en cuir blanc sans attendre d'invitation. Entendu quoi, claqua Adriana, sans lever les yeux de son ordinateur. Il me l'a dit Monica simplement. La pièce devint glaciale. Qu'est-ce que tu veux dire, il t'a dit? La voix d'Adriana était dangereusement calme. Monica sortit son téléphone, fit défiler, puis tourna l'écran vers Adriana. Des SMS, des dizaines, entre Monica et Raymond, datant de plusieurs mois. Avant que tu ne t'énerves, dit Monica calmement. Ce n'est pas ce que tu crois. Nous n'avons pas eu d'aventure. Raymond m'a contacté il y a 6 mois parce qu'il était inquiet pour toi, pour nous, pour ce que tu étais devenu. Adriana fixa les messages, le nom de sa meilleure amie, en haut d'une conversation dont elle n'avait jamais soupçonné l'existence. Tu as parlé à mon mari dans mon dos, les mots sortirent étranglés. Je t'ai regardé le détruire pendant des années, corrigea Monica. Chaque dîner où tu te moquais de son travail. Chaque gala où tu le présentais comme le monsieur finance comme s'il était ton comptable. Chaque fois que tu levais les yeux au ciel quand il essayait d'expliquer ce qu'il faisait réellement. Ce n'est pas vrai, commença Adriana. C'est vrai, interrompit Monica. Et il y a 3 mois, quand tu m'as dit que tu pensais divorcer de lui et tout prendre, j'ai dit à Raymond. Je lui ai dit que tu prévoyais de le prendre par surprise avec des papiers et une équipe d'avocats que ton père assemblait. Adriana sentit le sol se dérober sous ses pieds. Pourquoi ferais-tu ça, murmura-t-elle. Parce que je te connais depuis que nous avons 19 ans, Adriana, et je t'ai regardé devenir quelqu'un que je ne reconnais plus. Quelqu'un de cruel. Raymond ne méritait pas ce que tu comptais lui faire. Monica se leva, lissant sa jupe. Il m'a appelé hier soir après son départ. M'a demandé de venir prendre de tes nouvelles. De m'assurer que tu étais en sécurité. Même après tout ça, il s'inquiétait pour toi. C'est le genre d'homme qu'il est. Et toi, tu l'as jeté comme s'il n'était rien. Sors, dit Adriana, la voix tremblante. Je m'en vais. Mais tu devrais savoir autre chose. Quand tu iras chercher du soutien, quand tu commenceras à appeler tous ces amis que tu crois avoir, tu vas découvrir combien d'entre eux respectaient réellement Raymond plus qu'ils ne t'ont jamais aimé. Monica se dirigea vers la porte, marqua une pause. Il a tout construit, Adriana. Et nous le savions tous. Tu es juste la seule à avoir refusé de le voir. La porte se referma doucement derrière elle. Adriana resta seule dans le Penthouse, entourée d'art qu'elle avait choisi et de meubles qu'elle avait sélectionnés et d'une vue qu'elle avait toujours considérée comme la sienne. Pour la première fois, elle se demanda combien d'autres personnes avaient observé son mariage de l'extérieur, voyant des choses qu'elle avait été trop arrogante pour remarquer. Son téléphone vibra, un message du bureau de son père. Maintenant, nous devons parler de gestion de crise. Elle regarda autour du Penthouse vide une dernière fois, puis attrapa son manteau. Adriana arriva au bureau de son père pour trouver Théodore assis derrière son bureau avec 2 hommes qu'elle ne connaissait pas. L'un était âgé, au regard perçant, vêtu d'un costume coûteux. L'autre était plus jeune, portant un porte-documents en cuir. Adriana, voici Gérard Hutchkin, notre avocat, et Mark Sterling de la comptabilité médico-légale, dit Théodore sans préambule. Comptabilité médico-légale, répéta Adriana. Pourquoi en avons-nous besoin? Assieds-toi, interrompit Théodore. Elle s'assit. Gérard ouvrit un dossier. Madame Fizet, nous avons examiné vos comptes personnels et découvert des écarts préoccupants. Quels écarts? Marc se pencha en avant. Au cours des 3 dernières années, vous avez accumulé environ 2 millions d'euros de dettes personnelles sur 17 cartes de crédit et 3 prêts personnels. L'estomac d'Adriana se serra. C'est impossible, dit-elle faiblement. C'est documenté, répondit Marc. Faisant glisser des papiers sur le bureau, achat de créateurs, location de jets privés, adhésions exclusives, tous facturés à des comptes que nous pensions initialement être des dépenses de l'entreprise familiale. Ce ne sont pas le cas. Ce sont des cartes personnelles ouvertes à votre nom, utilisant l'historique de crédit de la famille comme garantie. La voix de Théodore était de la glace. Tu vas me dire que tu as financé ton style de vie à crédit? Je pensais qu'Adriana commença, puis s'arrêta. Elle pensait que l'argent serait toujours là. Pensait que quelqu'un d'autre faisait attention. Pensait que Raymond s'en occupait. Votre mari ne payait pas ses cartes, dit froidement Gérard. Il a séparé ses finances des vôtres il y a 2 ans.
Nous avons trouvé la documentation ce matin. Il couvrait ses propres dépenses et contribuait aux frais ménagers communs. Mais vos dépenses personnelles, c'était vous seul. 2 millions d'euros, Adriana, dit Théodore. Et maintenant que Raymond a retiré ses garanties, chaque créancier exige le remboursement immédiat de ses dettes car elles étaient garanties par des actifs familiaux qu'il contrôlait. La pièce tourna légèrement. Comment ne suis-je pas au courant de ça, murmura-t-elle. Parce que tu n'as jamais regardé, dit Marc sans méchanceté. Les relevés des cartes étaient envoyés à une adresse email que vous n'avez jamais consultée. Les intérêts étaient automatiquement payés à partir d'un compte que vous supposiez être de l'argent de la famille. C'était votre argent tiré d'une fiducie que Raymond avait mise en place pour vous il y a des années. Cette fiducie est maintenant vide. Gérard sortit un autre document. Nous devons également discuter du fonds de galerie. L'initiative artistique de la famille Cunningham. Qu'est-ce qu'il y a ? Demanda Adriana, redoutant la réponse. Elle est techniquement insolvable. Ça l'est depuis 18 mois. Raymond couvrait les déficits par des injections de capital personnel pour protéger votre réputation. Ces injections se sont arrêtées hier soir. Théodore se leva et se dirigea vers la fenêtre, les mains jointes dans le dos. Le conseil d'administration de la galerie s'est réuni ce matin, dit-il doucement. Ils ont voté pour vous retirer votre poste de directrice, en ordonnant un examen financier. La nouvelle sera publique d'ici demain. Adriana sentit les larmes monter mais refusa de les laisser couler. Ça ne peut pas arriver. C'est déjà arrivé, dit Théodore, se tournant pour lui faire face. Et nous avons 48 heures pour trouver une solution avant que la presse ne s'empare de cette histoire. La fille de Théodore Cunningham, destituée de sa propre œuvre de charité pour mauvaise gestion financière. Comprends-tu ce que cela fait à notre réputation ? Je n'ai pas mal géré, protesta Adriana. Tu as juste quoi ? La voix de Théodore s'éleva enfin. Tu as juste dépensé de l'argent que tu n'avais pas. Tu as juste supposé que quelqu'un d'autre nettoierait tes dégâts. Tu as juste moqué le seul homme qui maintenait tout ensemble pendant que tu jouais à la curatrice. Le silence qui suivit fut assourdissant. Finalement, Gérard prit la parole. Nous devons localiser Raymond et négocier. S'il est prêt à restaurer certaines autorisations, nous pourrions contenir cela avant que cela ne devienne catastrophique. Il ne le fera pas, dit Adriana d'une voix creuse. Je le connais. Une fois qu'il a pris une décision, il ne la renverse pas. Théodore regarda sa fille avec quelque chose qui pouvait être de la déception ou de la reconnaissance. Alors, nous ferions mieux de trouver comment survivre sans lui, dit-il. Parce que pour l'instant, nous coulons. Je n'avais pas vu ma fille Sophia depuis 2 jours. Et c'était par conception, pas par ma conception. La sienne. Elle gardait Sophia près d'elle, lui servant une version des événements où j'étais le méchant qui avait abandonné la famille. Mais les adolescents ne sont pas stupides. Et Sophia était plus perspicace que la plupart. Quand elle m'appela finalement jeudi après-midi, sa voix était tendue. « Papa, on peut se voir ? Juste nous deux. » Bien sûr. Où ça ? À la librairie de la rue de Rivoli. Celle où nous avions l'habitude d'aller. 30 minutes plus tard, j'entrai chez Gallimard et trouvai Sophia dans le coin arrière. Même endroit où nous avions l'habitude de nous asseoir quand elle était plus jeune, lisant des étagères entières pendant que je travaillais sur mon ordinateur portable à proximité. Elle avait l'air épuisée, des cernes sous les yeux, portant son uniforme scolaire comme si elle venait de sortir du cours. Je m'assis en face d'elle. « Salut, ma puce. Maman dit que tu essaies de nous détruire, dit-elle immédiatement, sans préambule. Que tu as gelé tous les comptes et que nous allons tout perdre. Elle pleure depuis 2 jours. Je pris une inspiration. Qu'est-ce que tu penses qu'il se passe ? La mâchoire de Sophia se resserra. Je pense que toi et maman vous êtes disputés et que tu es parti. Mais je ne comprends pas pourquoi les comptes en banque sont importants. Pourquoi ne peux-tu pas simplement les débloquer et nous pourrons trouver une solution ? Parce qu'ils ne sont pas gelés, Sophia. J'ai retiré mes autorisations des comptes que j'ai construits et gérés. Ta mère réalise qu'une grande partie de ce qu'elle pensait être à elle était en fait structurée sous mon nom à des fins légales et fiscales. Alors tu l'as fait exprès, dit-elle, l'accusation dans la voix. Oui, dis-je simplement. Ta mère m'a dit de partir.
Elle a dit que je reviendrais en rampant dans une semaine quand je réaliserai que je n'étais rien sans le nom Cunningham. Alors je suis parti et j'ai emporté avec moi ce qui était réellement à moi. L'infrastructure, les autorisations, les systèmes qui maintenaient tout en marche. Sophia me fixa. C'est froid, papa. C'est honnête, corrigeai-je. Sophia, je dois te dire quelque chose, et ce sera difficile à entendre. Ta mère prévoyait de divorcer d'avec moi il y a 6 mois. Elle travaillait avec des avocats pour le structurer, afin que je parte avec rien, prétendant que je n'avais contribué en rien à la richesse familiale. Ses yeux s'écarquillèrent. Quoi? Monica me l'a dit. La meilleure amie de ta mère. Elle est venue me voir parce qu'elle savait que ce que ta mère prévoyait n'était pas juste. Je n'ai pas voulu le croire au début, mais j'ai commencé à faire attention, à documenter les choses. Et il y a 3 mois, j'ai trouvé les emails entre ta mère et le cabinet d'avocats. Sophia avait l'air de vouloir pleurer, mais se retenait. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Parce que tu as 17 ans, tu ne devrais pas avoir à choisir un camp dans le mariage de tes parents. Mais maintenant que c'est public, maintenant que ta mère me dépeint comme un méchant, tu mérites de savoir la vérité. Grand-père Théodore le sait-il? Il le soupçonnait. Il avait dit à ta mère que c'était une mauvaise idée, mais elle n'écoutait pas. Sophia resta silencieuse un long moment, assimilant. Alors, qu'en est-il de Caleb? Ma poitrine se serra. Caleb, mon fils de 23 ans, issu d'une relation avant que je rencontre Adriana, une relation dont j'ai toujours été honnête depuis le début. Mais Adriana ne l'avait jamais accepté, ne l'avait jamais laissé entrer dans notre maison, n'avait jamais reconnu qu'il faisait partie de notre famille. Qu'en est-il de lui? Demandai-je prudemment. Maman a dit, tu es probablement avec lui maintenant. Que tu nous as choisis, nous, ton autre famille, par-dessus nous. Est-ce vrai? Je sentis la colère monter mais gardai ma voix calme. Caleb est mon fils, Sophia. C'est ton demi-frère. J'ai toujours voulu que vous ayez une relation, mais ta mère ne l'autorisait pas. Elle a clairement indiqué que si je voulais faire partie de ta vie, Caleb ne pouvait pas faire partie de la mienne, alors je le voyais séparément, discrètement, car je refusais d'abandonner mes 2 enfants. Des larmes coulèrent enfin sur les joues de Sophia. J'ai un frère et tu ne me l'as jamais dit. J'ai essayé de te le dire, ma puce, plusieurs fois, mais ta mère mettait fin à tout ça et je ne voulais pas te mettre au milieu d'une dispute. J'ai eu tort. J'aurais dû me battre plus fort pour que vous vous connaissiez. Je veux le rencontrer, dit soudain Sophia. Je veux rencontrer Caleb. Tu es sûr? Oui. Si c'est mon frère, je devrais le connaître. Et si maman m'a caché ça, alors peut-être qu'elle m'a caché d'autres choses aussi. Je sortis mon téléphone et envoyai un SMS à Caleb. Tu es libre pour dîner ce soir? Quelqu'un veut te rencontrer. Sa réponse arriva immédiatement. Oh, ta sœur. 3 points. Puis sérieusement, Louis JS à 19h. J'y serai. Je regardai Sophia. Il est ravi de te rencontrer. Il t'attend depuis 17 ans. Elle essuya ses yeux. Comment est-il? Il est en master, il étudie l'architecture. Joue de la guitare. A ton sens de l'humour. Tu vas l'aimer. Sophia hocha la tête, puis posa la question que je redoutais. Est-ce que toi et maman allez divorcer? Oui, dis-je. Je suis désolé, Sophia, mais oui, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons réparer à cause de l'argent. Parce que ta mère ne m'a jamais vu comme un partenaire. Elle m'a vu comme un outil, quelqu'un d'utile à avoir sous la main, mais pas digne de respect. Et je ne peux plus vivre comme ça. Sophia tendit la main par-dessus la table et prit la mienne. Je ne pense pas que tu sois un méchant, papa. Je pense que tu es fatigué d'être invisible. Je lui serrai la main, la gorge nouée. Merci d'avoir écouté. Puis-je te demander quelque chose, dit-elle. N'importe quoi. Quand tout ça sera fini, quand tout se sera calmé, est-ce que j'aurai encore mes 2 parents, ou vas-tu disparaître? Ma puce, je ne vais nulle part. Ta mère et moi, c'est fini, mais tu es ma fille. Ça ne changera jamais. Elle hocha la tête, visiblement soulagée. D'accord, alors allons rencontrer mon frère. Théodore convoqua une réunion d'urgence du conseil d'administration pour lundi matin. Je n'étais pas invité,
mais je savais ce qui se passait car j'avais toujours accès au système de calendrier de l'entreprise. Mes codes d'accès n'avaient pas été révoqués car j'avais bâti l'infrastructure de sécurité et je m'étais donné un accès secret il y a des années comme mesure de sécurité. Pas pour espionner, mais pour protéger. À 9 heures, je reçus un SMS d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Tu dois voir ça. 6 juin, un flux audio en direct de la salle du conseil. Quelqu'un à l'intérieur transmettait la réunion en streaming pour moi. Je branchai mes écouteurs et écoutais. La voix de Théodore parvint en premier, tendue. Messieurs, mesdames, merci d'être venus si peu nombreux. Nous avons une situation qui nécessite une action immédiate du conseil. Nous connaissons la situation, dit James Peton, un membre senior du conseil et ancien partenaire d'affaires de Théodore. Votre gendre vient de démanteler notre infrastructure opérationnelle comme s'il désamorçait une bombe. La question est, qu'allons-nous faire à ce sujet? Nous négocions, répondit Théodore. Nous négocions quoi? Demanda une autre voix. Il détient toutes les cartes. Chaque fiducie, chaque structure de compte, chaque bouclier fiscal. Il l'a construit et il le contrôle. Nous lui avons donné ce pouvoir. Tu lui as donné ce pouvoir. Parce que j'avais confiance en lui, dit Théodore sur la défensive. Tu lui as fait confiance parce qu'il était compétent. Répliqua James. Plus compétent que n'importe qui d'autre dans cette pièce, y compris toi. Et maintenant, nous payons le prix d'avoir traité comme de la main-d'œuvre au lieu du partenaire qu'il était réellement. Un silence tomba dans la pièce. Une autre voix, celle de Patricia Simons, l'auditrice financière du conseil. J'ai examiné la structure. Elle est brillante. Juridiquement infaillible. Chaque autorisation, chaque protocole de transfert, chaque filet de sécurité, ils nécessitent tous l'approbation personnelle de Raymond Fischer. Il n'y a aucune dérogation. Il l'a conçu ainsi spécifiquement pour empêcher exactement ce qu'Adriana essaie de faire maintenant, arracher le contrôle à celui qui l'a construit. Alors, ce que tu dis, dit Théodore lentement, c'est que nous n'avons aucun levier. Pas exactement, répondit Patricia. Nous avons un levier, sa réputation. C'est un professionnel. Si nous abordons cela de manière professionnelle, en lui offrant des conditions équitables, il pourrait être disposé à négocier une transition. Et s'il ne l'est pas, demanda quelqu'un. La voix de Patricia était sombre. Alors que Ninam Capital Management s'effondrera d'ici 90 jours. Peut-être plus tôt. La pièce éclata en voix superposée. Panique et colère se mêlant. Je les écoutais s'agiter. Ces hommes et ces femmes qui avaient assisté à des galas et des ventes aux enchères avec Adriana, qui m'avaient souri à travers les tables de conférence tout en me traitant comme du personnel de fond. Puis la voix de Théodore s'éleva. Il y a une autre option. Nous retirons Adriana de tous les rôles opérationnels. Nous faisons comprendre à Raymond qu'elle n'a plus aucune autorité sur les décisions commerciales familiales. Nous lui offrons le contrôle opérationnel exclusif, indépendant du mariage. Tu vas couper ta propre fille, demanda James, sonnant choqué. Ma fille vient de nous coûter 200 millions d'euros d'actifs gelés et menace l'effondrement d'une société que mon grand-père a bâtie, dit Théodore, la voix dure. Oui, je la coupe si cela signifie la survie. Je ressentis quelque chose d'inattendu. Pas de satisfaction, mais de la tristesse. Théodore voyait enfin ce que j'avais vu pendant des années. Sa fille était un passif. Patricia reprit la parole. Nous devons voter. Tous ceux qui sont favorables à offrir à Raymond Fischer le contrôle opérationnel total en tant que contractuel indépendant, séparé de l'autorité familiale. Un par un, des voix dirent « moi ». Quand le compte fut terminé, ce fut unanime. Théodore s'éclaircit la gorge. Alors quelqu'un doit contacter Raymond. Rendre l'offre officielle. Je le ferai, dit James. Il m'écoutera. Nous avons toujours eu un respect mutuel. Assure-toi, ajouta Théodore, que ce n'est pas de la charité. C'est une reconnaissance de sa position. Nous aurions dû la lui donner il y a des années. La réunion fut levée. Je restai assis dans mon bureau, les écouteurs toujours branchés, fixant le vide. Mon téléphone sonna. James Peton. Je répondis. Bonjour, James. Raymond, j'imagine que tu as écouté. Inutile de mentir. Oui. Bien.
Alors tu sais ce que nous offrons. Contrôle opérationnel total, siège au conseil, participation au capital, package de rémunération qui reflète ta valeur réelle. Ton mariage avec Adriana devient sans importance pour ton rôle dans l'entreprise. Et Adriana, demandai-je. Elle est retirée de toutes les fonctions décisionnelles. Elle conservera sa fiducie, ses actions, mais aucune autorité opérationnelle. Le conseil était unanime. Je te laisse digérer ça. Son père a accepté cela. Son père l'a proposé. Raymond, Théodore sait qu'il a fait une erreur. Il a choisi la loyauté au sang plutôt que la loyauté à la compétence et cela a failli tout détruire. Il ne fera pas 2 fois cette erreur. Je vais y réfléchir, dis-je. Ne réfléchis pas trop longtemps. Nous avons 72 heures avant que les agences de notation ne nous dégradent. Il raccrocha. Je restai assis, tenant le téléphone, ressentant le poids d'une décision qui définirait tout à l'avenir. 3 jours après la réunion du conseil, je reçus un colis dans mon bureau. Aucune adresse de retour, juste une simple enveloppe manie avec mon nom tapé sur l'étiquette. À l'intérieur se trouvait une clé USB et un mot manuscrit. Tu mérites de connaître la vérité, un ami. Je branchai la clé sur mon ordinateur portable. Elle contenait un rapport PDF, formaté professionnellement, daté des 6 derniers mois. L'entête indiquait « Rapport d'activité financière et personnelle ». Sujet, Adriana Cunningham-Fizet. Quelqu'un avait engagé un détective privé pour suivre ma femme. Je fis défiler les pages de photographies, de relevés bancaires, de reçus de cartes de crédit, de SMS. Mon estomac se retourna tandis que le tableau devenait clair. Adriana n'avait pas seulement dépensé de manière imprudente. Elle menait une vie complètement séparée dont j'ignorais tout. Les photos la montraient dans des restaurants où je n'étais jamais allé avec des gens que je n'avais jamais rencontrés. Des déjeuners coûteux facturés à des cartes dont j'ignorais l'existence. Des chambres d'hôtel à Paris réservées sous son nom de jeune fille. Et puis il y avait les SMS extraits des relevés téléphoniques. Des conversations avec quelqu'un nommé des qui me glaçaient le sang. Ray soupçonne rien. Il est trop occupé avec ses tableurs pour remarquer que j'ai une vie. Quand est-ce que tu le quittes? Tu dis ça depuis des mois. Bientôt. Mon avocat dit qu'il faut attendre après la clôture de l'exercice fiscal. Meilleur positionnement pour la division des actifs. Je me penchai en arrière sur ma chaise, les mains tremblantes. La trahison n'était pas surprenante. Plus maintenant, mais la voir documentée, quantifiée, horodatée, ça faisait un effet différent. Je continuai ma lecture. L'enquêteur avait identifié des comme étant Derek Sullivan, un galeriste de New York, divorcé, argent de famille, exactement le type vers lequel Adriana se dirigerait. Ils se voyaient depuis 8 mois, se rencontraient lors de salons d'art, passaient des week-ends chez lui dans les Hamptons, pendant que je pensais qu'elle était en conférence de galerie. Le rapport concluait par une analyse financière. Adriana avait dépensé environ 340 000 € pour cette relation. Hôtel, cadeaux, voyages, tout financé par des cartes de crédit qu'elle avait ouvertes en utilisant l'historique de crédit de la famille comme garantie. Mon téléphone sonna. James Peton. Raymond, as-tu reçu un colis aujourd'hui? Demanda-t-il sans préambule. Tu as envoyé ça, dis-je. J'ai engagé l'enquêteur il y a 3 mois après la réunion du conseil où tu nous as sauvés de ce marché de fusion désastreux. J'ai commencé à faire attention à la façon dont Adriana te traitait. La condescendance, les moqueries, cela me dérangeait. Alors, j'ai fait quelques recherches. Pourquoi? Demandai-je. Parce que tu es le meilleur esprit financier avec qui j'ai travaillé depuis 40 ans. Et j'ai vu la fille de Théodore te traiter comme un simple employé jetable. Je voulais savoir si mes instincts étaient justes. Ils l'étaient. Je fixai l'écran, les preuves de la double vie de ma femme. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? C'est à toi de voir. Mais Raymond, si tu négocies avec le conseil, si tu reviens chez Cunningham Capital, tu dois le faire depuis une position de force absolue. Ce rapport te donne un levier. Adriana prévoyait de divorcer de toi et de te dépeindre comme quelqu'un qui n'avait rien contribué à cette famille. Maintenant, tu peux prouver qu'elle exploitait les ressources de la famille. Cela va détruire sa réputation. Je lui ai dit qu'elle était prête à détruire la tienne, répondit James. Je ne te dis pas de l'utiliser. Je te dis de l'avoir juste au cas où elle déciderait de devenir méchante.
Après qu'il eut raccroché, je restais assis seul avec l'épreuve. Une partie de moi voulait l'envoyer à Théodore pour lui montrer exactement qui était sa fille. Mais une autre partie, celle qui se souvenait encore de l'avoir aimée autrefois, hésita. Mon téléphone vibra. Un SMS de Sophia. Papa, je peux rester avec toi cette semaine? Je ne peux pas être près de maman en ce moment. Elle n'arrête pas de pleurer et de blâmer tout le monde sauf elle-même. Je tapais en retour, bien sûr. Je prépare la chambre d'amis. Caleb peut-il venir dîner demain? Il est drôle. J'aime avoir un frère. Je souris malgré tout. Absolument. Il sera ravi d'apprendre ça. Je regardais à nouveau le rapport sur mon écran, puis fermai l'ordinateur portable. Quoi qu'Adriana ait fait, quoi qu'elle ait prévu, j'avais ma fille maintenant. J'avais mon fils. J'avais le respect du conseil et un avenir qui ne dépendait pas du nom de sa famille. La vérité était documentée, sécurisée, prête si j'en avais besoin. Mais pour l'instant, j'avais une chambre d'amis à préparer pour ma fille. Adriana se présenta à mon bureau sans prévenir jeudi après-midi. Mon assistante tenta de l'arrêter, mais elle la repoussa, faisant irruption dans mon bureau comme une tempête. Nous devons parler, exigea-t-elle. Je levai les yeux de mon ordinateur. Tu aurais dû appeler d'abord. J'ai essayé. Tu as bloqué mon numéro. J'ai bloqué ton numéro personnel. Ton avocat a les coordonnées de mon avocat. C'est comme ça qu'on communique maintenant. Elle ferma la porte derrière elle, s'appuya contre elle. Elle semblait plus mince, son maquillage ne masquant que partiellement l'épuisement. Raymond, s'il te plaît, pouvons-nous juste parler comme des êtres humains pendant 5 minutes? Je fis un geste vers la chaise en face de mon bureau. 5 minutes? Elle s'assit, serrant son sac à main comme une bouée de sauvetage. Je sais que tu es en colère. Je sais que j'ai dit des choses que je n'aurais pas dû. Mais ce que tu fais, ça détruit tout. Je ne fais rien, dis-je calmement. J'ai retiré mes autorisations des systèmes que j'ai construits. C'est tout. Ce n'est pas tout. Et tu le sais. La société de mon père perd des millions. Le conseil est en plein chaos. Ma réputation est ruinée. Ta réputation est ruinée parce que tu as dépensé 2 millions d'euros que tu n'avais pas et que tu t'es fait retirer de tes fonctions au conseil de la galerie pour mauvaise gestion financière. Je n'ai pas fait ça. C'est toi qui l'as fait. Son visage devint rouge. J'ai fait des erreurs. Je l'admets. Mais nous pouvons réparer ça. Nous pouvons aller en thérapie. Travailler sur nos problèmes. Adriana, l'interrompis-je. Je suis au courant pour Derek. Elle se figea. Je suis au courant pour les hôtels, les voyages dans les Hamptons, les 340 000 euros que tu as dépensés pour lui en 8 mois. J'ai des relevés bancaires, des photos, des SMS, tout. La couleur quitta son visage. Comment as-tu fait? Peu importe comment. Ce qui importe, c'est que tu prévoyais de divorcer de moi, de tout prendre et de me dépeindre comme quelqu'un qui n'a rien contribué à cette famille. Pendant ce temps, tu finançais une liaison avec l'argent de la famille et tu te préparais à partir comme si tu étais la victime. Les mains d'Adriana tremblaient. Raymond, s'il te plaît, si ça se sait, tu perds toute la sympathie qu'il te reste. Ton père te coupera complètement les vivres. Le conseil te verra comme un passif au lieu d'un simple déception. Et n'importe quel juge se moquera de ton avocat si tu essaies de réclamer une pension alimentaire. Elle se leva, la voix brisée. Alors, quoi? Tu vas me faire chanter? Non, dis-je en me levant pour lui faire face. Je vais te donner un choix. Tu acceptes un règlement de divorce équitable, partage des biens appropriés, acceptes la garde partagée de Sophia sans restriction sur ma relation avec Caleb, et tu t'en vas discrètement. Ou bien tu me combats. Nous nous battrons dans les tribunaux et je veillerai à ce que chaque détail de ta liaison devienne public. Tu ne ferais pas ça, murmura-t-elle. Et c'est moi, dis-je froidement. J'ai tout construit ce que tu croyais être à toi. Je t'ai protégé, pourvu, et aimé pendant 14 ans. Tu t'es moqué de moi, tu m'as ignoré, et tu as prévu de me détruire. Alors oui, Adriana, je le ferai absolument si tu me forçais la main. Des larmes coulaient sur son visage maintenant. Je ne voulais pas que ça aille aussi loin. Je me sentais juste piégé,
comme si je vivais dans une vie que quelqu'un d'autre avait conçue. Tu vivais dans une vie que j'ai conçue, corrigeai-je, parce que tu n'as jamais pris la peine d'apprendre comment tout ça fonctionnait. Tu profitais juste des avantages et tu en voulais à la personne qui les fournissait. Et Sophia, demanda-t-elle désespérément. Sophia reste avec moi cette semaine. Elle a fait ce choix elle-même. Et avant que tu m'accuses de la retourner contre toi, elle l'a découvert toute seule. Elle a 17 ans. Pas stupide. Adriana s'affaissa sur la chaise, vaincue. Alors, j'ai tout perdu. Ma fille, ma réputation, mon mariage. Tu n'as pas tout perdu, dis-je, ma voix plus douce maintenant. Tu as tout jeté parce que tu pensais pouvoir toujours trouver quelque chose de mieux. Mais il n'y a rien de mieux, Adriana. Il n'y a que différent et généralement pire. Elle essuya ses yeux, son mascara maculant sa peau. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, tu parles à ton avocat. Tu acceptes les termes du règlement. Catherine est en train de rédiger. Vous coparant Sophia avec dignité et respect et tu reconstruis ta vie sans moi dedans. Et si je ne le fais pas, alors nous irons à la guerre. Et je te promets, tu perdras. Je ne veux pas faire ça. Malgré tout, je ne veux pas t'humilier publiquement, mais je vais me protéger, moi et mes enfants. C'est non négociable. Adriana se leva lentement, rassemblant son sac. À la porte, elle s'arrêta. Je suis désolé, Raymond. Pour ce que ça vaut, je suis vraiment désolé. Je te crois, dis-je. Mais désolé n'annule pas les dégâts. Ça signifie juste que tu comprends enfin ce que tu as fait. Elle partit sans un autre mot. Je la regardai par la fenêtre alors qu'elle marchait jusqu'à sa voiture, les épaules affaissées, paraissant plus petite d'une certaine manière que lorsqu'elle était arrivée. Mon téléphone vibra. Un SMS de Théodore. Peut-on se voir? Je veux te faire une offre que tu ne peux pas refuser. Je souris légèrement et tapai en retour, demain matin, 9 h, votre bureau. La guerre touchait à sa fin. Maintenant venait la reconstruction. La médiation eut lieu dans une salle de conférence neutre au centre-ville. Avocat des deux côtés. Un médiateur professionnel nommé Dr Hélène Cortés président. Adriana était assise en face de moi. Son avocat Roger à côté d'elle, tous deux avaient l'air d'être préparés au combat. Commençons, dit Dr Cortés. Monsieur Fizet, votre avocat a soumis les termes du règlement. Voulez-vous résumer? Catherine prit la parole. Mon client propose une division nette. Madame Fischer reçoit sa fiducie qui reste intacte à environ 8 millions d'euros. Elle conserve la collection d'art qu'elle a personnellement choisie, évaluée à 2 millions d'euros. Monsieur Fischer conserve sa participation au capital de Cunningham Capital, ses comptes personnels et ses avoirs commerciaux séparés. C'est totalement inacceptable, interrompit Roger. Madame Fischer a contribué 14 ans à ce mariage. Madame Fischer a contribué 14 ans de dépenses, Catherine le coupa. Nous avons des documents montrant qu'elle a accumulé 2 millions d'euros de dettes personnelles et dépensé 340 000 euros supplémentaires pour une liaison extra-conjugale. Mon client a subventionné son style de vie pendant qu'elle planifiait activement de divorcer de lui et de tout prendre. Le visage d'Adriana devint blanc. Roger se pencha, lui chuchotant d'urgence. Nous proposons également, continua Catherine, la garde partagée de Sophia sans restriction sur la relation de Monsieur Fischer avec son fils, Caleb. Madame Fischer a tenté d'exclure Caleb des réunions de famille pendant des années. C'est terminé maintenant. Sophia devrait décider où elle veut vivre. J'ajoutai, pas nous. Elle a 17 ans, assez intelligente pour faire ce choix elle-même. Docteur Cortés regarda Adriana. Madame Fizet, souhaitez-vous répondre? La voix d'Adriana était à peine audible. Et le Penthouse? Le Penthouse est détenu par une fiducie que je gère, dis-je. Tu peux y rester pendant 6 mois le temps de trouver un autre logement. Après ça, il sera vendu ou réaffecté. 6 mois, dit-elle, l'air paniqué. C'est généreux étant donné que tu m'as dit de partir avec rien, répondis-je calmement. Roger s'éclaircit la gorge. Mon client souhaite discuter des allégations d'adultère en privé. Non, dis-je fermement. Tout est discuté ici, officiellement, ou cela va au tribunal et devient de toute façon un dossier public. Ton choix. Adriana ferma les yeux.
Comment as-tu découvert Derek? Quelqu'un qui se souciait assez de moi pour me montrer la vérité, dis-je, contrairement aux gens que tu pensais être tes amis. Mon père est-il au courant? Demanda-t-elle. Pas encore. Mais il le sera si cela ne se règle pas aujourd'hui. Elle regarda Roger, puis se retourna vers moi. Que veux-tu de moi, Raymond? Je veux que tu acceptes tes responsabilités, que tu signes les papiers, que tu laisses Sophia faire ses propres choix, et que tu me laisses avancer sans que tu essaies de me détruire par dépit. Et si je ne le fais pas, tu ne diras pas à mon père pour Derek. Si tu acceptes un règlement équitable, ce que tu as fait reste entre nous. Je ne suis pas intéressé par la vengeance, Adriana. Je veux juste sortir. Elle resta assise un long moment, puis hocha lentement la tête. D'accord, je signerai. Roger commença à protester, mais elle leva la main. Non, il a raison. J'ai créé ce désordre. J'accepte les conséquences. 2 heures plus tard, les papiers étaient signés. Adriana partit sans me regarder. Catherine rangea sa mallette, satisfaite. Ça s'est mieux passé que prévu, dit-elle. Elle sait qu'elle est battue, répondis-je. Et sous toute cette suffisance, elle sait qu'elle l'a mérité. Je sortis dans la soirée parisienne, plus léger d'une certaine manière. 14 ans s'étaient terminés par des signatures sur papier. Pas de drame, pas de théâtralité, juste la fin tranquille de quelque chose qui mourait depuis des années. Mon téléphone vibra. Sophia, c'est fini? C'est fini. Bien. Caleb et moi préparons le dîner chez toi. Arrive bientôt. Je souris et me dirigeai vers la maison. 8 mois plus tard, je me tenais dans la salle du conseil d'administration de Cunningham Capital Management en tant que nouveau directeur des opérations nommé. Théodore était assis au bout de la table, mais le vrai pouvoir avait changé de camp. Le conseil le savait. Théodore le savait et je l'avais gagné. Messieurs, mesdames, commença Théodore, j'ai le plaisir de vous annoncer que nos chiffres du 3e trimestre dépassent les prévisions de 18%. Notre restructuration sous la direction de Raymond nous positionne pour la meilleure année fiscale de l'histoire de l'entreprise. Applaudissements autour de la table. Je hochai la tête pour reconnaître, mais sans sourire. Il ne s'agissait pas de validation. Il s'agissait de construire quelque chose de durable. Après la réunion, James Peton m'interpella. Il y a quelqu'un ici qui veut vous voir. Elle dit que c'est important. Je me dirigeai vers mon nouveau bureau, vu sur le coin, 2 fois plus grand que ce que j'avais auparavant. Debout près de la fenêtre se tenait une femme que je n'ai pas reconnue tout de suite. 35 ans environ, tailleur professionnel, sourire chaleureux. Monsieur Fischer, je suis Dr Caroline Reed. Je suis analyste financière, récemment installée à Paris. Comment puis-je vous aider, Dr Reed, demandai-je. En fait, j'espérais que nous pourrions discuter du fonds philanthropique que vous avez créé, celui pour les hôpitaux pour enfants. J'avais créé le fonds 6 mois auparavant, discrètement, en utilisant mon propre argent. Je faisais des dons anonymement via Cunningham Capital depuis des années, mais maintenant je voulais que ce soit formalisé, transparent, réel. Qu'en est-il, demandai-je. J'aimerais contribuer et j'aimerais vous aider à l'étendre. J'ai examiné votre structure et elle est brillante. La plupart des gens parlent de redonner. Vous avez réellement conçu un système qui fonctionne. Nous avons parlé pendant 1 heure. Elle était vive, drôle, sans prétention. Quand elle partit, elle me tendit sa carte. Si jamais vous voulez prendre un café et parler de quelque chose d'autre que d'argent, j'aimerais ça. Je regardai la carte, puis elle. J'aimerais ça aussi. Ce soir-là, je dînais avec Sophia et Caleb dans mon appartement, celui que j'avais acheté à mon nom, décoré simplement. Pas de marbre ni de prétention, juste un espace qui me semblait être le mien. Papa, annonça Sophia avec fierté. Caleb a été accepté au programme d'architecture de l'École des Beaux-Arts de Paris. C'est incroyable, dis-je, sincèrement ravi. Félicitations. Merci, dit Caleb. Et je veux te dire, je mets Fischer sur toutes mes candidatures maintenant. Je ne le cache plus. Ma gorge se noie. Tu n'as jamais eu à le cacher. Je sais, mais je voulais le faire. Maintenant, je veux que les gens sachent de quel fils je suis. Sophia leva son verre de soda. À la famille, la vraie, trinquèrent-ils. Plus tard,
après leur départ, je me tenais sur mon balcon surplombant la Seine. Quelque part dans cette ville, Adriana reconstruisait sa vie. J'avais entendu dire qu'elle était partie à New York, plus près de Derek, essayant de recommencer. J'espérais qu'elle trouverait ce qu'elle cherchait. Mon téléphone vibra. Un SMS du docteur Caroline Reed. Café samedi. Il y a un endroit à Cambridge que tu aimerais, je pense. Je tapais en retour, samedi me convient. J'ai hâte. Je regardais les lumières se refléter sur l'eau. Je pensais à tout ce qui avait mené à ce moment. Les moqueries, l'ignorance, le moment où j'avais posé ces clés sur le comptoir était parti de tout ce que je pensais être permanent. Il s'avéra que rien n'était permanent, sauf les choses que vous construisez vous-même. La fondation tenait bon et dessus, je construisais quelque chose de nouveau, quelque chose de vrai, quelque chose de mien.